Bonjour, bienvenue à tous au comptoir thématique du CK de ce jour, consacré aux événements indésirables graves associés aux soins dans le cadre des effets indésirables des médicaments psychotropes utilisés en santé mentale. L'équipe de la mission IGS du CK choisit cette année de consacrer 3 comptoirs à la thématique de la santé mentale. Est-ce qu'on peut afficher le diaporama, s'il te plaît ? Voilà, 3 thématiques en lien avec la santé mentale, parce que notre équipe est souvent sollicitée, a été depuis 10 ans et avant nous, l'APRAGE a été sollicitée dans l'accompagnement. Ah. Excusez-nous. Alors, je reprends. Bienvenue donc à tous au comptoir thématique du CK de ce jour, consacré aux événements indésirables graves associés aux soins liés à l'utilisation des médicaments psychotropes en santé mentale. L'équipe de la mission IGS du CK a choisi cette année de consacrer 3 comptoirs thématiques à la santé mentale, car notre équipe accompagne de manière tout à fait récurrente, et elle a été avant nous avec l'APRAGE, et accompagne donc les professionnels de santé qui exercent en secteur psychiatrique et aussi en secteur général, dans le cadre de la prise en charge de patients qui sont traités par des neuroleptiques, des psychotropes, et ce traitement peut occasionner des événements indésirables graves. Cette thématique nous a paru donc importante, et les prochains webinaires consacrés à la santé mentale auront d'autres thématiques. Il nous paraissait donc important non seulement d'accompagner les équipes dans l'analyse approfondie des causes des événements, mais de renforcer cet accompagnement par des comptoirs qui sont donc des lieux d'échange, qui se veulent des lieux de soutien, une autre forme d'accompagnement avec des conseils, un apport de connaissances, des retours d'expérience, des témoignages qui, nous le souhaitons, vont contribuer à l'amélioration de la sécurité des soins. Alors, au programme d'aujourd'hui, nous allons vous présenter d'abord un cas clinique en lien avec un retour d'expérience, un patient pris en charge pour lequel un traitement par psychotrope avait été mis en œuvre et en lien avec des conduites addictives du patient. Ensuite, dans un premier temps, un médecin psychiatre et un médecin somaticien vont pouvoir échanger. Ensuite, un accompagnement par l'OMEDIC va être proposé et d'autres informations en lien avec la déclaration, la certification vous seront préposées. Mais j'ai d'abord oublié de vous présenter, c'est quand même important. Donc, le docteur Marie Grenouillet, qui est médecin interniste, réanimateur, chef de projet, responsable scientifique au CK, et moi-même, donc, je suis cadre de santé. Nous avons le plaisir, la joie d'accueillir pour animer ce webinaire le docteur Myriam Roudot, qui est pharmacien coordonnateur adjoint à l'Observatoire des médicaments, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique
l'Omedi de Nouvelle-Aquitaine, qui va nous accompagner pour animer ce webinaire, et le docteur Dimitri Rakoto-Malala, qui est médecin psychiatre à la clinique Béthanie, chef de service à l'unité libournaise de soins spécialisés, l'unité ULIS de l'hôpital Garde-Rose de Libourne, qui va bientôt se connecter, qui restera avec nous jusqu'à 14 h à peu près. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce programme est divisé en 2 parties. Je vais laisser la parole au docteur Grenouillet qui va nous introduire un petit peu la thématique de ce comptoir qualité. Bonjour à tous. Donc un bref panorama de la situation actuelle concernant les effets indésirables et événements indésirables liés aux médicaments psychotropes en milieu psychiatrique mais aussi en milieu sanitaire. Ces médicaments sont à l'origine d'une augmentation de la mortalité des patients traités qui ont un taux de mortalité prématuré quadruplé. Alors, il n'y a certes pas que les médicaments, il y a aussi les suicides, les maladies liées au comportement à risque, notamment au tabagisme, et ce sont des patients qui ont moins facilement accès aux soins, ils vont moins auprès des médecins somaticiens, donc médecins généralistes, médecins spécialistes en dehors du psychiatre, pour les prises en charge et leur suivi. Il y a cependant certaines maladies cardiovasculaires ou endocriniennes, comme par exemple les troubles lipidiques, le diabète induit ou l'obésité, qui font partie des effets indésirables potentiellement graves des psychotropes. Nous reviendrons sur les différents effets indésirables les plus graves qui surviennent en établissement de santé et qui sont aujourd'hui à l'origine d'une réduction d'espérance de vie de 16 années chez les hommes traités et de 13 années chez les femmes. Cette surmortalité, elle est valable pour toute pathologie psychiatrique confondue, mais cependant, les patients qui ont une pathologie psychotique et ou addictive sont encore plus concernés que les autres patients. Il existe une iatrogénie non seulement médicamenteuse, mais aussi, comme nous le verrons au cours des REX, de la prise en charge globale de ces patients, de la communication interprofessionnelle, de la surveillance, au cours de leur suivi. Et donc, c'est toute la complexité de surveiller ces patients qui sont moins enclins à consulter et à surveiller des effets somatiques indésirables au long cours. Les neuroleptiques en particulier, parmi tous les autres psychotropes, ont un risque d'événements indésirables et d'effets indésirables liés aux médicaments plus important. Cela peut expliquer lorsqu'il y a une association de psychotropes, notamment de plusieurs neuroleptiques, et d'autant plus si les patients consomment des stupéfiants, que la mortalité globale prématurée soit élevée. Il peut y avoir des interactions entre de multiples médicaments, entre médicaments et toxiques. Il y a aussi des risques d'induction enzymatique, notamment avec la consommation excessive d'alcool associée, et des comportements à risque qui nécessitent une prise en charge spécifique par des équipes médico-soignantes, médico-sociales, à la fois des somaticiens, des psychiatres et des personnes dans la relation d'aide, comme les assistantes sociales, les membres des équipes paramédicales élargies, qui permettent d'aider ces patients dans leur vie au long cours. À noter que plus de 90% des décès sont imputables directement aux produits consommés sous forme de mélange, cocaïne, alcool, mais aussi des neuroleptiques qui augmentent le risque de mort subite, notamment d'origine cardiovasculaire ou neurovasculaire. Avant de vous présenter ce retour d'expérience qui concerne la prise en charge d'un patient qui était suivi dans le cadre d'une prise en charge d'une conduite addictive, j'ai oublié de vous rappeler qu'il faut que vous utilisiez, si vous le souhaitez, le chat pour que vous puissiez intervenir, nous poser des questions tout au long de ce comptoir, afin qu'on puisse répondre à ces questions et qu'il soit le plus interactif possible. Donc n'hésitez pas à utiliser ce chat. Nous répondrons d'ailleurs, j'ai oublié de dire aussi, aux questions que vous avez posées, on vous en remercie, en fin de ce comptoir. On gardera 10 minutes pour des questions-réponses. Donc, un patient, je vous présente un rétex qui nous a paru très intéressant, un patient qui a été analysé donc en 2019 par notre équipe.
Un patient âgé de 51 ans est hospitalisé en hospitalisation libre pour motif d'hallucination auditive. Il est suivi depuis 2 ans dans une structure d'addictologie. Dans ses antécédents familiaux, on a un père qui présente une addiction alcoolique, une mère souffrant de psychose, pas de pathologie somatique a priori, mais on note plusieurs hospitalisations pour hallucination. Il est d'origine étrangère, il a besoin d'un interprète. Il consomme actuellement de l'alcool, du cannabis, qu'il associe à son traitement. Il a des antécédents d'usage d'héroïne. Le traitement actuel associe une benzodiazépine, un neuroleptique, un anti-parkinsonien, entre autres, et de la méthadone. Il ne se plie pas aux règles de contrat de soins et la barrière de la langue complique la communication avec les soignants. 11 jours après son hospitalisation, en fin de matinée, il présente une acutisation de sa pathologie schizophrénique et au décours du déjeuner en salle commune, il se comporte de façon tellement étrange avec des phases d'hallucination que le médecin est contacté, les patients sont inquiets et ce patient donc est installé pour le repas, pour terminer son repas dans une chambre, dans sa chambre, tout seul, de manière à ce qu'il termine son repas de manière apaisée, pendant les transmissions de l'équipe paramédicale, en fait. À 15h30, une heure après, à peu près, il est retrouvé en état de mort apparente dans la chambre. À 16h24, malgré la réanimation cardio-pulmonaire initiée par les soignants de l'unité, puis relayée par le SMUR, le patient est déclaré décédé. Le médecin du SMUR mentionne un obstacle médico-légal pour cause de décès non clairement établi. Donc, zut, c'est la en fait, les causes, l'autopsie, la demande d'une autopsie n'ayant pas pu aboutir, la cause du décès est restée indéterminée. Néanmoins, les hypothèses des causes immédiates retenues ont été une discontinuité de la surveillance par les soignants qui étaient occupés au moment des transmissions, donc lors du changement d'équipe, c'est un moment de changement d'équipe et il se trouve que certains événements, effectivement, il y a une récurrence d'événements à ce moment-là parce qu'il y a une baisse de la surveillance. La deuxième hypothèse retenue a été une sous-évaluation des risques liés à l'administration conjointe de méthadone, de psychotropes, de benzodiazépines, comme on l'a vu, avec une consommation d'alcool et de cannabis. Comme c'est souvent le cas pour un patient cumulant une pathologie psychiatrique et une conduite addictive, la prise en charge a été complexe. Difficultés d'expression et de compréhension orale liées à la barrière de la langue, absence de ressources familiales, schizophrénie non traitée qui n'était pas traitée à l'admission, il y avait une rupture thérapeutique, poursuite des addictions, traitement psychotrope multiples, patient en rupture de contrat de soins avec autogestion des prises de méthadone. Cependant, l'analyse a relevé d'autres facteurs contributifs à la survenue de l'événement. Un recueil incomplet de l'histoire de la maladie, une absence de recours auprès des professionnels qui avaient pris en charge le patient en dehors de la métropole, et une réponse insuffisante de l'équipe face aux ruptures du contrat de soins, lors des sorties non autorisées, les prises d'alcool ou de méthadone. En fait, si on les a pointés, c'est parce que ce sont des facteurs qui reviennent de façon récurrente. Il a été également noté lors de cette analyse que la non mise en œuvre du protocole de suivi des effets indésirables des neuroleptiques, le manque de fiabilité de la traçabilité des prises de psychotropes était un facteur contributif. L'absence de suivi par dosage plasmatique de la méthadone ou de suivi cardiologique, absence d'électrocardiogramme, ont été relevés. L'analyse a permis de rappeler l'importance des recommandations concernant les règles de prescription et de surveillance des psychotropes, surtout lorsqu'ils sont associés chez un patient qui n'est pas sevré, ainsi que l'importance des analyses urinaires périodiques de la méthadone. Le rôle du travail d'équipe et tout particulièrement l'importance des transmissions entre soignants et de la coordination médico-soignante a également été mise en valeur et doivent permettre d'améliorer la sécurité des soins dans un tel contexte. Voilà, donc en conclusion de cette analyse, je laisse le docteur Grenouillet reprendre la parole. Oui, donc on va accueillir le docteur Dimitri Rakotomalala pour
son expertise en psychiatrie dans le cadre de la prise en charge des patients hospitalisés en milieu de soins spécialisés et qui ont des traitements effectivement psychotropes complexes avec une prise en charge du fait des comportements et de toutes les pathologies associées difficiles à prendre en charge. Du point de vue du médecin somatique, ce que je peux souligner dans ces différentes analyses, mais dans la prise en charge globale des patients, c'est qu'il est absolument nécessaire que les médecins, tous les médecins communiquent et collaborent pour la prise en charge de ces patients qui ont certes des maladies psychiques et somatiques, et l'important est de prendre en compte l'ensemble de ces problématiques, de pouvoir assurer les suivis médicamenteux et non médicamenteux qui parfois et très souvent interagissent entre eux, et qu'il n'y a pas souvent un bilan pré-thérapeutique. Et comme le soulignait Muriel Zago, dans le cas de ce patient, il n'y avait pas, par exemple, eu 2 CG retrouvés dans le dossier, elle avait peut-être été fait dans un autre établissement auparavant, mais en tout cas, pour la plupart des neuroleptiques, il est nécessaire de vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie, notamment du QT, avant de prescrire certains neuroleptiques. Donc pour chaque psychotrope, et on en discutera ensuite, vous trouverez à la fin de ce webinaire des diapositives concernant le bilan pré-thérapeutique et le suivi de chaque grand type de psychotrope, neuroleptique, benzodiazépine, thymorégulateur, etc. On n'aura peut-être pas le temps de décrire chacune de ces classes, et l'important est d'avoir des protocoles dans les services et en fonction des pathologies, des facteurs de risque des patients, de les prendre en charge au mieux, et surtout d'avoir recours à la fois aux médecins psychiatres et à une surveillance par un médecin somaticien. Il y en a bien maintenant très souvent dans les établissements médico-sociaux, les établissements de santé mentale, un médecin somaticien qui assure une surveillance de l'examen clinique, des antécédents, l'observation médicale classique pour limiter les événements graves. Il est bien sûr indispensable de communiquer avec le patient, les soignants, mais aussi tous les aidants qui participent à la qualité et la sécurité des soins. Et donc, je vais laisser la parole au docteur Dimitri Rakotomalala dans le cadre de l'aspect plus particulier des bénéfices et des risques des différents psychotropes qu'on peut être amené à utiliser chez ces patients. Bonjour à tous, effectivement. Donc oui, c'était un sujet qui est particulièrement intéressant, surtout pour moi qui suis médecin du coup en service de psychiatrie fermée, donc effectivement sur l'accueil de patients aux urgences, mais aussi la prise en charge des patients qui sont en crise aiguë, effectivement sur le plan psychiatrique dans le service Ulysse à Libourne. Donc effectivement, la question des effets indésirables reste primordiale, parce que pour avoir travaillé sur Perrin, Cadillac et maintenant Libourne, on voit qu'il y a quand même beaucoup de situations qui peuvent être évitées si la prévention est efficace. Donc, comme disait Dr Grenouillet, chaque traitement, que ce soit effectivement un antidépresseur, un neuroleptique, un thymorégulateur, a une fiche, entre guillemets, qui peut être créée de suivi sur les paramètres à prendre en compte avant ce choix de traitement, la dose qui va être effectivement la posologie qui va être choisie, et une fois le traitement introduit, tous les paramètres à surveiller, que ce soit clinique ou paraclinique. Donc nous, effectivement, la constipation, les problèmes de rythme cardio, enfin les problèmes d'ECG entre guillemets, c'est vraiment des problématiques qui sont au premier plan. Là, dans le service, je vois sur une vingtaine de patients, on en a au moins 3 ou 4 pour qui l'état digestif est très préoccupant. Donc il y a des patients effectivement dont un qui est sous buprenorphine, un autre effectivement qui a des neuroleptiques assez conséquents et qui est plutôt non-verbal. Donc la question aussi chez les patients qui sont non-verbaux ou qui ont un accès à la communication simple qui est restreint est aussi très importante. Et effectivement, chez les patients qui parlent une langue étrangère, du coup, on en a aussi la question d'arriver à poser effectivement de façon régulière la question du transit et du côté finalement qui paraît un peu secondaire face aux problématiques sociales parfois et aux personnes qui sont en situation de précarité, par exemple, de ne pas oublier ce versant-là. Donc, et la troisième, j'allais dire, dimension que nous, on essaie de rester assez vigilant là-dessus, c'est sur les patients qui sont en chambre d'isolement ou en contention physique et qui vont avoir besoin, si ça perdure et qu'il n'y a pas de levée d'anticoagulants en prévention, du coup, ce qui est un des paramètres qu'on essaie de surveiller au maximum.
Du coup, sur le versant psychiatrie, si les gens sont hospitalisés en soins libres, c'est un peu moins le cas. Mais pour toutes les personnes qui sont hospitalisées sans leur consentement, que ce soit à la demande d'un tiers, à la demande du préfet ou en péril imminent, tout patient qui arrive dans un service sans son consentement doit bénéficier dans les 24 heures où on a posé la mesure, dans les 24 heures qui suivent, d'un examen somatique complet. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette question de on atteste effectivement avoir examiné l'abdomen, avoir pu effectivement faire une auscultation, tant que effectivement le contexte et l'agitation le permettent. Hein. Si les patients sont très entre guillemets agités et qu'on n'arrive pas voilà, à stopper la crise, ça peut être un petit peu décalé, mais il faut effectivement attester qu'on a cherché à évaluer le patient et à l'examiner dès son entrée, et ensuite l'examiner régulièrement. Nous, donc sur le site Garde Rose, on a la chance d'avoir des médecins généralistes qui viennent et qui sont sur tout le site et qui peuvent effectivement être sollicités. Dès qu'il y a une entrée dans le service, le patient dans les 24 heures est forcément vu. S'il n'a pas été vu aux urgences, il sera vu dans le service de psychiatrie par le médecin généraliste. Et après, tout ce qui va être surveillance aussi est enclenché à ce moment-là. Et donc, dès qu'on va introduire, nous, un traitement psychotrope qui a des effets indésirables, effectivement, sur cette sphère-là, dès qu'on va modifier la posologie, on peut demander à l'équipe de réaliser un ECG, au médecin généraliste effectivement de revenir voir le patient parce qu'on est inquiet au niveau du transit. Et donc, souvent, effectivement, ce que dit le docteur Grenouille, c'est que la collaboration entre les différentes équipes, c'est vraiment ce qui sauve le patient. Parce qu'effectivement, quand le médecin généraliste a vu le patient, a mis éventuellement un traitement, mais qu'il n'y a pas eu d'échange avec l'équipe, ça passe à la trappe. Et donc, effectivement, le suivi, ne serait-ce que du rythme des selles ou autre, est beaucoup moins efficace. Et donc là, actuellement, nous, on a un équilibre qui est assez satisfaisant. Et il y a un patient, effectivement, qui avait un état critique, mais qui, avec une prise en charge du coup soutenue des deux côtés, nous, d'adapter au maximum les psychotropes et lui, effectivement, d'assurer les traitements laxatifs et tout ce qui pouvait être aider, effectivement, à solutionner ce problème, ça a fonctionné. Du coup, on a évité le pire grâce à ça. Donc on a effectivement beaucoup de traitements qui ont aussi beaucoup d'effets indésirables, mais effectivement, il y a quand même des protocoles qui permettent de les surveiller. C'est des effets indésirables qui sont quand même quasiment toujours les mêmes et qui peuvent être facilement observés, prévenus ou en tout cas limités. D'où l'intérêt effectivement de cette coordination et de protocoliser, alors peut-être pas, mais au moins de savoir qu'effectivement, une fois par semaine au moins, on s'est posé sur la situation organique du patient. Dans le côté effet indésirable, et aussi je pense à une chose là sur les médecins généralistes qui font partie aussi de cette enquête rétrospective en disant est-ce qu'on a bien éliminé toute cause organique potentielle au trouble, ne serait-ce que la thyroïde, est-ce qu'on peut avoir une neurosyphilis qui est passée à l'as ou des choses comme ça, ou une maladie de Lyme. Enfin, imaginons un trouble organique assez silencieux mais avec une expression tardive psychiatrique et qui serait vraiment du coup effectivement, c'est une erreur médicale que de passer à côté de ça. Donc, on a aussi cette collaboration-là et effectivement, ils nous aident dans ces recherches parfois étiologiques, ce qui est très aidant. Donc après, je ne sais pas s'il y avait des... En tout cas, si jamais, effectivement, on s'était dit sur un temps court, mais si jamais il y a des questions ou autres, de les faire passer par mail ou sur un autre support, il n'y aura aucun problème pour échanger là-dessus. Sur la pratique. Alors, si j'ai bien compris, il y a aussi beaucoup de personnel qui travaillent dans le médico-social. Et oui, effectivement, c'est peut-être plus complexe pour des gens qui n'ont pas accès autant que nous aux urgences qui sont pas très loin ou aux médecins généralistes qui est directement sur place. Donc, bon, c'est souvent une question d'articulation avec les soins locaux, mais c'est effectivement primordial. Ouais. Est-ce que Mme Zago a des questions? Alors pour le moment, pas de questions en lien avec la prise en charge somatique et psychiatrique. Docteur Grenouillet, vous voulez peut-être rajouter? Alors, je vous remercie parce qu'effectivement, le dernier point que vous soulevez est un élément qui est parfois l'objet de discussions en analyse approfondie des causes de décès inexpliqués, à savoir est-ce que le patient n'avait pas, outre la pathologie psychiatrique, aussi une maladie somatique sous-jacente qui n'avait pas été détectée. Et donc, je pense qu'il est très important, avant d'adresser un patient en psychiatrie, aux urgences, de vérifier absolument qu'il n'y ait pas de cause somatique à sa détresse, parce qu'il pourrait y avoir une participation neurologique, cardiaque, infectieuse, etc., qui explique son état ou sa décompensation. Donc, devant un patient qui a des antécédents psychiatriques ou une présentation psychiatrique,
il est vraiment très important de prendre en compte un événement qui n'est pas forcément le médicament, mais qui est effectivement le diagnostic qu'on n'a pas évoqué, et que ça fait aussi partie des événements indésirables que l'on peut rencontrer en santé mentale. Donc, je pense qu'il faut effectivement, l'important c'est de collaborer tous ensemble pour pouvoir apporter toutes nos compétences à ces patients qui sont effectivement des populations souvent difficiles à appréhender sur le plan de la communication, du comportement, etc. Et donc, comme on le verra peut-être dans un prochain cas clinique, certains patients sont un aspect, entre guillemets, faussement rassurant ou ne vont pas se plaindre, alors que effectivement, il y a de façon sous-jacente un événement indésirable lié aux médicaments ou à autre chose en train de se préparer. Donc, merci beaucoup de tous ces éléments. Et effectivement, je pense qu'on aura certainement des questions à transmettre par la suite, car on n'a pas votre expertise dans le domaine de la santé mentale. Merci beaucoup, docteur Rakoto Malala. Nous allons à présent aborder la partie en lien avec la prise en charge, l'accompagnement de l'Omedit. Si le docteur Roudot est d'accord pour mettre, voilà, super. Et je vais, si vous voulez, vous aider en passant les slides. D'accord. Oui. Et on vous laisse la parole. Merci beaucoup de l'invitation et du coup je vais être très complémentaire et en cohérence avec les propos qui ont été dits auparavant sur la nécessité de coordination et de prise en charge de l'ensemble des pathologies du patient, que ce soit psychiatrique et somatique. Donc on va pouvoir passer rapidement sur la slide suivante, notamment sur l'accompagnement, donc pour les professionnels qui ne connaissent pas encore. Il y a une commission santé mentale qui est mise en place depuis 2008 à l'Omedit et qui réunit des professionnels de toute la région de Nouvelle-Aquitaine, avec comme objectif, et c'est vraiment en cohérence avec ce webinaire en fait, d'aujourd'hui de partage d'expérience, notamment pour pouvoir favoriser le partage d'expérience, essayer d'harmoniser les pratiques au niveau régional, promouvoir tout ce qui est qualité, sécurité, efficience de la prise en charge médicamenteuse et aussi tout ce qui est activité de pharmacie clinique. J'y reviendrai, et mettre à disposition des outils. Donc, je vais vous en présenter quelques-uns en lien avec les cas qui vont être présentés aujourd'hui. Et comme principaux outils que vous pouvez retrouver notamment tout est en libre accès sur notre site internet. Il y a des EPP, des outils de sensibilisation, mais je vais y revenir juste après. Donc pour moi c'était important en termes d'accompagnement, et qui fait vraiment le lien en termes de soutien au déploiement de la collaboration et de la prise en charge globale du patient somatique et psychiatrique. Dans le cadre de la contractualisation du KKS2, il y a une vingtaine d'établissements de santé qui sont ciblés, des établissements à activité uniquement de psy et des établissements de MCO avec une activité de psy. Ils sont ciblés pour mettre en œuvre des actions qui sont vraiment en cohérence avec un volet engagement de la direction sur ce volet d'amélioration de la prise en charge des patients en santé mentale et prise en charge globale, somatique et psychiatrique, avec la réalisation d'une EPP sur tout ce qui est prescription de sortie de benzodiazépines, parce qu'on voit que souvent ces benzodiazépines, on le sait, sont prescrits trop longtemps ou avec des posologies qui ne sont pas les bonnes, où il y a des co-prescriptions de benzodiazépines qui ne sont pas forcément arrêtées après la phase aiguë. Et la mise en œuvre d'activités de pharmacie clinique, car ça fait partie, quand on parle de collaboration, de coordination entre professionnels, c'est un des leviers, notamment en termes d'analyse pharmaceutique. Bien sûr, c'est l'un des premiers leviers de conciliation médicamenteuse à l'entrée, à la sortie, et le lien avec la ville. Et aussi tout le volet réévaluation des traitements. Donc là, l'idée, c'est vraiment de soutenir et d'impulser cette dynamique sur certains patients de réévaluation globale
des traitements en fonction des pathologies, donc somatiques et psychiatriques des patients. Donc, parmi les outils, sans dévoiler la suite, par rapport à l'occlusion intestinale, c'est vrai qu'il y a eu des outils qui ont été élaborés. D'une part, depuis des années par la Commission santé mentale, hein, les fiches, elles datent de la Commission santé mentale, datent de 2015, sur tout ce qui est prévention des risques d'occlusion intestinale. Il y avait un guide qui était fait dans le cadre de cette commission sur la constipation en psychiatrie avec des outils, un interrogatoire ciblé pour les patients, etc. Donc, petite méthodologie pour, en tout cas, questionner le patient sur ces risques liés à la constipation et essayer de prévenir les risques d'occlusion. Et très dernièrement, donc c'était à l'automne, la HAS a publié un flash sécurité patient sur les patients sous neuroleptiques avec des cas, des EIGS et avec quelques actions à retenir. Et pourquoi il y a eu un flash sécurité patient sur les neuroleptiques, parce que la base Rex-EIGS a montré qu'il y avait plus de 60 événements indésirables graves médicamenteux qui étaient liés au mésusage des neuroleptiques, donc on est en plein dedans. Et un tiers sont liés à l'absence régulière d'évaluation du traitement neuroleptique et à une méconnaissance des effets indésirables graves et des risques encourus par le patient. Il me semble, oui, par rapport à l'agitation, on est revenu, c'était l'une des questions, comment prendre en charge l'agitation, et je voulais partager avec vous un travail qui a été élaboré, qui avait été demandé par l'ARS dans le cadre d'un travail conjoint, notamment avec le CECA et avec d'autres parties prenantes sur isolement-contention. Et dans ce cadre-là, les professionnels de la commission santé mentale ont proposé une proposition de prise en charge. Ce ne sont pas des recommandations, mais c'est une proposition de prise en charge médicamenteuse sur la prise en charge de la phase aiguë de l'agitation psychiatrique chez l'adulte. Donc là aussi, vous allez tout retrouver sur notre site internet avec la première partie très importante sur l'évaluation du patient, l'évaluation par rapport à l'agitation, mais d'une manière plus générale sur l'évaluation clinique du patient, les règles de bonne pratique qui concernent la prescription, ce qu'il faut faire, les règles de base, faire, ne pas faire, et ensuite des données plus spécifiques sur la pharmacocinétique et les principaux médicaments, avec une partie arbre décisionnel. Je pense que ça doit être la slide suivante. Voilà, c'est un repère en fait sur la prise en charge. Ça peut vous donner des guidelines sur la prise en charge pharmacologique. Alors, voilà, c'est pour essayer d'harmoniser au niveau régional les pratiques et vous aider lors du choix de la prescription de ces médicaments. Et comme je vous l'ai dit, avec les règles, je ne vais pas relire sur les bonnes pratiques de prescription, mais c'est vrai que la base, c'est arriver à prendre en compte l'étiologie, surtout les antécédents du traitement du patient et toutes les pathologies associées. Merci beaucoup, Dr Roudot, pour ces précisions. Merci aussi d'avoir rappelé effectivement que le CECA et Martine Jourdain-Bernard ont participé à ce travail sur l'isolement et la contention. Et donc, ces fiches, ces outils que vous proposez sont extrêmement intéressants et complètement en lien, d'ailleurs, avec des cas cliniques, hein, des cas pour lesquels on nous a sollicité même très récemment, des cas de patients agressifs aux urgences ou en état d'agitation incoercible. Et donc, elles vont être extrêmement utiles et des aides à la décision importantes. Est-ce que vous vouliez préciser, Madame Roudot, d'autres éléments?
Non, juste, alors je fais que la commission santé mentale, elle est ouverte à tout le monde. Donc, s'il y a des professionnels aussi qui sont intéressés, parce que c'est en gros, on se nourrit, hein, comme aujourd'hui, de la richesse des professionnels de terrain. Donc, de ne pas hésiter à revenir vers l'Omédite pour contribuer à ces travaux. Et merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Donc, nous continuons et on va un petit peu parler de la partie déclaration et la partie certification, hein, puisque c'est important aussi de l'aborder au cours du webinaire. Alors, concernant les événements indésirables, il y a parmi eux des événements qui sont des effets indésirables des médicaments, donc qui sont directement liés à l'activité pharmacologique du médicament. Et ces effets indésirables des médicaments doivent être déclarés au centre régional de pharmacovigilance en fonction de l'établissement dans lequel vous exercez. Donc, ils se joignent à nous aujourd'hui par la pensée parce qu'ils étaient occupés sur d'autres réunions, mais ils nous rappellent qu'il y a effectivement sur le site, le portail de signalement de l'ARS, un onglet pour la pharmacovigilance, enfin tout ce qui concerne le médicament et la pharmacovigilance, et que donc sa définition de l'effet indésirable du médicament est qu'il survient que l'usage soit conforme ou non, qu'il soit autorisé ou non, que ce soit une erreur ou non, un abus ou non, parfois une exposition professionnelle, hein, par exemple pour un membre paramédical exposé à ce médicament, l'effet indésirable survient. Donc même lorsque toute la conduite à tenir, les recommandations ont été respectées, on peut néanmoins avoir un effet indésirable du médicament et donc il est important de le transmettre pour qu'il soit analysé. Et les centres régionaux de pharmacovigilance sont également présents pour toute information sur le médicament afin de prévenir les accidents. Et donc, quand il y a un doute ou des questions sur les risques, parce qu'on connaît par exemple moins bien ce médicament, qu'il y a eu un changement de marché, qu'on ne connaît pas la surveillance préconisée, ou bien le bilan préthérapeutique que l'on évoquait tout à l'heure, mais il est effectivement très important de les contacter. Ils sont disponibles pour vous donner une réponse immédiate et puis, si besoin, vous mettre en relation avec les personnes qui sont spécialisées dans le domaine en fonction de la situation. Alors, un petit rappel concernant l'évaluation de la qualité en établissements sociaux, médico-sociaux. Les critères en lien avec la prise en charge du risque et le risque médicamenteux sont évalués au cours de l'évaluation de l'HAS et donc sont des critères importants. Et donc, cette diapositive permet de rappeler un petit peu les 5 critères essentiels lors de cette évaluation médico-sociale et nous les resterons comme ce webinaire est enregistré, vous aurez ce support qui sera sur le site du CK et que vous pourrez consulter à votre guise. Donc ça, c'est un petit rappel dans le cadre de l'évaluation. Dans le cadre du sanitaire et des médico-sociaux et du sanitaire, pardon, des établissements sanitaires, la prise en charge des médicaments, médicamenteuses, fait aussi partie des critères de certification. Et donc, on a mis en rouge les critères impératifs, en rappel, envers les critères avancés et les critères standards. Si vous pouvez aussi avoir ce support sur le support du webinaire. Comme il nous reste un petit peu de temps, nous allons vous présenter un cas clinique avec la méthode et nous allons utiliser la méthodologie ALARM, celle que nous utilisons pour l'analyse des événements indésirables graves, dans le cadre de la prise en charge d'un patient qui a été porteur d'une pathologie que l'on rencontre souvent en psychiatrie, qui a été évoquée par le docteur Akoto-Malala, par le docteur Oudot et docteur Grunier. Nous allons l'illustrer par ce cas clinique, par la méthodologie ALARM. Donc, il s'agit d'un patient, donc cette EIGS donc, a été analysée par l'équipe du CK en 2020, de l'APRAGE plus exactement. Il s'agissait d'un patient âgé de 25 ans, hospitalisé à unité fermée d'un établissement public de santé mentale qui présente des troubles de la personnalité de nature psychotique. Son traitement associe un amisulpiride, clozapine, diazépam, et qui permet une bonne amélioration clinique. Il n'y a pas d'intolérance exprimée au niveau neurologique et digestif, pas de constipation notée. Un samedi, il présente des douleurs abdominales et des nausées. La palpation abdominale perçoit des masses au niveau du flanc gauche.
La radiographie de l'abdomen, sans préparation, confirme la présence d'une importante stase stercorale colique ainsi qu'un niveau hydroaérique. Le patient est adressé au service des urgences de l'hôpital général de proximité. Le bilan réalisé aux urgences confirme le diagnostic de syndrome occlusif sur stase stercorale majeure. Il n'y a aucun signe de gravité clinique, biologique, radiologique. Le scanner abdominopelvien montre une stase gastrique, une stase stercorale colique, diffuse, sans niveau hydroaérique grélique et sans épanchement intrapéritonéal. L'évacuation importante de matière fécale après lavement et la stabilité clinique du patient font prendre la décision d'un retour du patient le soir même à l'hôpital psychiatrique. La surveillance clinique nocturne réalisée dans cet hôpital psychiatrique montre un patient stable jusqu'en fin de nuit. Mais au petit matin, à 6 heures, lors du passage de l'infirmière, le patient présente des douleurs abdominales intenses, puis soudainement une intolérance hémodynamique qui évolue brutalement en arrêt cardio-respiratoire. La réanimation est débutée sur place jusqu'au transfert via le SMUR du patient vers le CHU de Recoux. La prise en charge réanimatoire est complétée par une exploration chirurgicale montrant une souffrance colique majeure en lien avec un fécalome étendu, ainsi que la présence d'un estomac dilacéré. La chirurgie associe une colectomie gauche et une résection gastrique complétée par une double antibiothérapie. La poursuite de la réanimation ne permettra pas d'éviter l'évolution vers un état de défaillance multiviscérale avec choc septique et cardiogénique réfractaire. Donc l'issue a été dramatique comme vous le voyez. Dans les causes immédiates identifiées, on retrouve un traitement inapproprié d'une occlusion stercorale majeure et une surveillance non adéquate de l'occlusion et un retard à la prise en charge chirurgicale des complications. Dans les facteurs liés au patient, il était intéressant de voir que c'était un patient qui était traité par 2 neuroleptiques au long cours, mais qu'il avait une expression, comme on l'a pu le dire avant, une communication orale perturbée, qui a contribué à sous-évaluer la gravité des signes fonctionnels avec un seuil de tolérance particulièrement élevé à la douleur. C'est un patient qui ne se plaignait pas, qui avait un rapport donc pathologique avec sa fonction digestive, avec son transit, son alimentation. Donc il était faussement rassurant, il n'y avait pas de vomissement alors qu'il présentait une occlusion. Son alimentation avait été poursuivie, il avait une bonne hydratation et c'est un patient jeune de 25 ans, comme on a dit, qui avait conservé une activité physique quotidienne. Donc, a priori, c'est un patient qui ne présentait pas des risques d'occlusion massive. Dans les facteurs professionnels individuels, on retrouve une sous-évaluation de la gravité d'état clinique. Ce qui est très important de souligner, me semble-t-il, c'est qu'il y avait un défaut de raisonnement parce qu'on a pensé qu'une occlusion stercorale colique pouvait être traitée par un simple lavement au normacol. Il se trouve que ces simples lavements au normacol ont un effet limité au rectum et la première anse sigmoïdienne. Donc, elle ne suffit pas à lever une occlusion totale. La seule façon de voir si ce lavement a été efficace, c'est de faire un abdomen sans préparation de contrôle. Donc, l'efficacité ne se juge pas sur la présence de sel, mais sur la disparition des masses abdominales grâce à une radiographie de l'abdomen, si possible. Donc, donc ça, c'est important, me semble-t-il. Dans les facteurs latents liés à l'équipe, on avait une absence de recours à un médecin spécialisé, pas de gastro-entérologue dans l'établissement, et ça arrive très fréquemment. Parfois, on n'a pas de somaticien à disposition non plus. Défaut de coordination et de communication interétablissement entre l'hôpital général, les urgences et l'hôpital psychiatrique. Ça aussi, c'est un problème qui est souvent récurrent. On n'a pas pris le temps de se parler, on n'a pas eu l'espace, pas le temps, on est allé trop vite et on manque de place, voilà. Donc, surestimation par les médecins des urgences des capacités de surveillance clinique de l'équipe paramédicale de l'hôpital psychiatrique. La procédure institutionnelle de surveillance des selles à l'hôpital psychiatrique n'est pas adaptée à l'unité et n'était pas appliquée. On avait par ailleurs un problème d'environnement avec des WC collectifs qui ne permettaient pas d'avoir une surveillance visuelle des selles et une traçabilité par ailleurs de la surveillance qui n'était pas efficiente. Pas de traçabilité de cette surveillance. Absence de protocole de prise en charge somatique. Soins ne relevant pas du champ d'action du service de l'hôpital psychiatrique. C'était des soins de patients qui relevaient de soins somatiques.
À l'unité fermée, l'environnement n'était pas adapté à la surveillance d'un patient, comme je viens de le dire, en situation d'occlusion digestive. Hein, il y avait une problématique d'orientation. Le ratio patient-soignant était parfaitement insuffisant aussi pour une surveillance somatique sécurisée. On manquait de, voilà, on avait une infirmière pour 2 étages, je crois. Les locaux des urgences étaient inadaptés, pas de box spécifique dédiée aux patients, pour un patient, comme je vous dis, qui était isolé dans cette unité, très difficilement surveillable la nuit par une infirmière sur 2 étages, encore une fois. Les facteurs latents concernant l'organisation, le management, donc charge de travail excessive à la fois aux urgences de l'hôpital général le samedi, avec des effectifs inappropriés à l'activité, un turnover rapide pour la prise en charge de l'ensemble des patients, un flux élevé, un biais de décision pour le devenir du patient, une recherche permanente d'alternatives à l'hospitalisation du fait de manque de lits. On cherche un retour à domicile, un retour accéléré à l'établissement d'origine, et une permanence des soins, un parcours patient entre les 2 établissements insuffisamment défini selon les dernières recommandations de l'HAS. Concernant l'institution, une politique de prévention des risques insuffisamment structurée dans la définition du parcours interétablissement dans le cadre du GHT, un programme de prévention des effets indésirables des neuroleptiques insuffisamment mis en œuvre au sein de l'établissement psychiatrique, santé mentale. Dans les actions d'amélioration, les plus importants, ceux qui nous ont paru intéressants, c'était donc au niveau de l'établissement psychiatrique une actualisation des protocoles en concertation avec les médecins somaticiens et les gastro-entérologues, avec un suivi des selles, car le discours des patients peut être faussé ou oui, du fait de leur pathologie. Le suivi des patients à risque d'occlusion, avec un ciblage de ces patients. Il est très important de différencier le fécalome distal et l'obstruction colique étendue, pas du tout les mêmes conséquences. Il a été préconisé une palpation abdominale par le médecin somaticien et par les IDE. Alors, les IDE ne sont pas formés à la palpation des abdomens, mais par défaut, lorsqu'on n'a pas de médecin somaticien, ça peut être intéressant de former ou d'accompagner, voilà, dans le cas de la prévention de ces occlusions, ça peut être très intéressant de les associer à cette prévention. La réalisation, comme l'a dit, une radiographie de l'abdomen sans préparation et une alimentation et des règles hygiéno-diététiques adaptées. Évidemment, des WC, ça paraît évident, mais des WC individuels, l'aménagement des locaux, c'est aussi très important. Dans les actions communes, la réévaluation du temps médical avec la présence de médecins généralistes, si possible, avec une consultation de gastro-entérologie, ça c'est encore mieux, hein, et puis c'est même nécessaire, c'est quelque chose qu'il faut formaliser. Aux urgences de l'hôpital général, organiser de la même manière un recours au gastro-entérologue, hein, donc dans les 2 structures, proposer l'organisation avec le soutien des 2 présidents de CME de réunions de concertation entre les équipes médicales des 2 établissements concernant les retours d'expérience lors de ces EIGS, formaliser des outils de communication inter-établissements et formaliser des critères de retour de patients admis en soins somatiques vers l'hôpital psychiatrique. Les actions d'amélioration de façon générale, c'est donc favoriser les échanges entre les équipes des hôpitaux généraux et des hôpitaux psychiatriques, partager les informations avant les décisions de transfert, prendre en compte les contraintes d'environnement et d'organisation dans le parcours patient et sécuriser le parcours patient dans le cadre de la direction commune en ciblant la prise en charge des urgences somatiques au sein de l'établissement psychiatrique. Donc, si on a choisi ce retour d'expérience, c'est qu'il nous paraît c'est que dans les analyses que nous menons lorsque nous sommes sollicités actuellement et depuis un certain temps par les professionnels de santé, eh bien, on retrouve très souvent ces éléments et donc ça nous paraissait important de vous les présenter. Voilà, alors à présent, il nous reste 10 minutes pour répondre à vos questions. Donc, on vous remercie de les avoir posées et puis on va répondre à celles que nous découvrons maintenant. Alors, ce ne sont pas forcément des questions en lien avec la santé mentale, mais ce sont des questions qui sont en lien avec les EIGS, donc on va essayer d'y répondre.
Serait-il possible d'éclaircir le positionnement du service qualité concernant l'analyse, l'accès au dossier patient? Alors, le dossier patient, il y a une partie prépondérante qui est sous le couvert du secret médical. Et la direction qualité-gestion des risques travaille normalement main dans la main avec un médecin coordonnateur de la gestion des risques qui, lui, peut, du fait de sa formation médicale, après avoir demandé l'autorisation des médecins qui prennent en charge le patient, avoir accès au dossier médical du patient. Mais finalement, de manière médico-légale, enfin légale tout court, l'accès au dossier du patient en ce qui concerne l'observation médicale et les résultats d'examen complémentaires ne sont pas accessibles à des personnes non médecins. Deuxième question, qu'est-ce qui pourrait être nommé EIGS dans un service type service d'accompagnement à la vie sociale, SAVS, ou service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, SAM, SAMSA? Alors, on va reprendre tout simplement comment dirais-je, la définition, hein, parce que la définition d'EIGS, par définition événement indésirable grave en santé, tout ce qui est grave, en fait, ça répond au décret du 25 novembre 2016 qui explique vraiment la définition. Il suffit de lire, c'est un événement inattendu au regard de l'état de santé et la pathologie de la personne, dont les conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent. Donc, si l'événement répond à cette question, c'est-à-dire conséquence décès, pronostic ou mise en jeu, enfin, ou déficit fonctionnel permanent, ben, c'est un événement indésirable grave. Par contre, peut-être la question qui est posée, c'était peut-être en lien avec d'autres événements qui ne sont pas forcément graves, qui ne sont pas forcément associés aux soins, et que vous pouvez bien sûr déclarer hein, dans le titre, dans le cadre. Donc là, on va reprendre l'autre définition. Voilà, un événement indésirable associé aux soins que l'on trouve dans le guide HAS de la FORAP de 2021 ou dans la définition, qu'est-ce que l'on voit? Un événement indésirable associé aux soins répond à plusieurs critères. Il s'agit d'un événement défavorable survenant chez un patient ou un résident associé aux actes de soins et d'accompagnement, d'accord, qui a ou aurait pu avoir des conséquences pour le patient ou le résident, qui s'écarte des résultats escomptés ou des attentes du soin, qui n'est pas lié à l'évolution naturelle de la maladie ou de l'état de dépendance du patient. C'est un événement inattendu par la prise en charge. Et donc, ça peut être des actes de soins et d'accompagnement. Et dans ce cas, c'est un EIAS qui doit être aussi déclaré, analysé. Il est extrêmement intéressant de les analyser pour justement essayer d'avoir des actions correctives. Voilà, j'espère avoir pu répondre à votre question. Donc l'autre question, troisième question, y a-t-il eu des EIGS en lien avec des mineurs avec des spécificités réglementaires? Faut-il donner une information aux représentants légaux? Alors, la réglementation par rapport aux mineurs, pour moi, c'est exactement la même que pour les adultes, tout simplement. Et les spécificités réglementaires, information, j'avoue que là. En fait, à partir du moment où la personne est mineure, si il y a soit un tuteur, il y a un tuteur légal, que ce soit un parent ou un tuteur nommé par la justice, qui peut être d'ailleurs la direction d'établissement dans lequel est placé le mineur, à ce moment-là, c'est cette personne-là, donc c'est la direction d'établissement ou le tuteur légal nommé par le juge, qui doit être informé de l'événement indésirable grave. Et les parents, s'ils ont encore l'autorité parentale. Mais quoi qu'il arrive, il peut effectivement survenir des événements indésirables graves associés aux soins chez les patients mineurs. Alors, actuellement, il faut bien sûr associer à l'information aux représentants légaux le mineur lui-même, parce qu'il a été bien démontré qu'en fait, on aggrave la situation s'il n'en est pas informé, et surtout, on diminue pour la suite de son existence
la tolérance aux soins et au risque d'événements défavorables, qu'ils soient événements indésirables liés aux soins ou complications d'une maladie. Donc, on va dire que l'adhésion aux soins ne peut être que renforcée si on prévient, si on informe le mineur, non seulement des effets indésirables potentiels ou des événements indésirables potentiels liés à un traitement. On lui explique sa maladie, on lui explique les traitements et les effets potentiels, positifs et négatifs. Et de même, s'il survient un événement, il faut l'en informer, tout comme on doit informer, sur le plan légal, son tuteur. Bien sûr que dans les services de soins, que ce soit en santé mentale ou en sanitaire, il existe des événements indésirables graves liés aux soins, que ce soit en oncologie, par exemple, si on prend les exemples les plus fréquents et les très graves. Il y a par exemple sur le site de l'HAS un rétex sur un enfant qui a reçu la mauvaise chimiothérapie, la mauvaise dose de chimiothérapie, et qui va malheureusement en décéder, avec toute la réaction et toute l'annonce du dommage associé aux soins faits aux parents et leur réaction face à cette annonce. Donc, il est certain qu'il y a des spécificités, mais globalement, on est dans la même démarche d'annonce de dommages associés aux soins, et dans la définition même de l'événement indésirable, c'est exactement la même définition. Il y a une question, d'ailleurs, qui est en lien avec les enfants. Existe-t-il la même proposition de prise en charge chez l'enfant? Oui, mais on entend ici, je crois. Existe-t-il la même proposition de prise en charge chez l'enfant? Alors, prise en charge par rapport à tout ce qui est de l'événement indésirable, oui, c'est-à-dire pas forcément par rapport à l'événement indésirable, c'est peut-être la prise en charge. En santé mentale, des risques d'effets indésirables. Oui, les médicaments, que ce soit les médicaments ou que ce soit la contention isolement et les procédures. On va se réglementer, la contention isolement est un petit peu différente au niveau des procédures de contention isolement. Il y a des différences légales pour isoler un mineur. On est vraiment dans des situations bien différentes d'il y a quelques années où on isolait très facilement les mineurs sans aucune précaution, autorisation particulière. Aujourd'hui, tout est réglementé. D'ailleurs, les enfants sont plus souvent d'abord hospitalisés en pédiatrie qu'en psychiatrie, ils sont hospitalisés en psychiatrie secondairement. Mais oui, la prise en charge, les définitions pour les médicaments, les recommandations et le résumé des caractéristiques du produit sont adaptés aux formes pédiatriques. Donc, il y a des dosages pédiatriques, il y a des effets secondaires qui sont les mêmes chez l'enfant et chez l'adulte et qui sont en lien avec la pharmacologie et la pharmacocinétique des produits. 2 questions avant de partir, il nous reste 2 minutes, c'est parfait. La plus simple, déjà, pourriez-vous nous dire, vous nous procurez donc l'enregistrement du webinaire, ça sera sur le site du CK et il sera en ligne à partir de demain, je pense. Donc, vous taperez sur le site du CK, vous allez retrouver. Et la dernière question, ça c'est pour le docteur Gonouti, qui doit lire l'électrocardiogramme dans les phases précoces de l'hospitalisation en cas d'instauration de traitement? C'est un médecin qualifié en médecine somatique, c'est-à-dire ou en psychiatrie. Normalement, un médecin psychiatre a été formé à la lecture de l'ECG. L'ECG, en fait, il est lu, il est appris en 3e et 4e année de médecine, et on le valide par un module de spécialité en cardiologie en 5e année. Donc effectivement, je n'ai pas connaissance qu'il y ait des infirmières de pratique avancée qui aient actuellement le droit d'autoriser la prescription de neuroleptiques, même anticipée, sur la lecture d'un ECG. Après, c'est à vérifier sur la nouvelle réglementation sur les IPA, puisqu'elle a très récemment changé, que je n'ai peut-être pas connaissance de cette autorisation. Mais en tout état de cause, à l'heure actuelle, la formation des infirmières n'est pas compatible avec une prescription de neuroleptiques sur la lecture de l'ECG, après lecture de l'ECG. Mais nous vérifierons ça avec les médecins psychiatres et les recommandations actuelles. Donc, en conclusion, comme vous l'avez pu l'entendre au cours de ce webinaire, il est difficile de gérer les effets indésirables des médicaments et notamment les effets iatrogènes
digestif des neuroleptiques. Il y a de nombreux autres psychotropes dans les établissements de santé mentale, hein, que ce soit des psychotropes médicamenteux et non médicamenteux, à savoir tous les produits qu'utilisent les patients dans le titre d'addiction, et qu'en plus les équipes sont souvent déficitaires en nombre, mais également avec une sous-représentation des médecins, psychiatres et somaticiens. Or, c'est souvent les somaticiens qui peuvent permettre la prise en charge en urgence et surtout transférer le patient dans un hôpital sanitaire, puisqu'il ne peut pas lui seul prendre en charge le patient au sein de l'établissement psychiatrique. Et donc, il faut sécuriser ces parcours inter-établissements pour permettre la qualité de la prise en charge globale entre les différentes équipes de ces patients complexes. Donc, cette coopération se décline bien sûr par la mise en place de protocoles concertés de traitement, de surveillance et de transfert, autant du départ de la psychiatrie vers le milieu somatique que inversement, et quel que soit le sens de transit, on va dire. Et la connaissance réciproque de tous les moyens disponibles de part et d'autre du parcours de ce patient va garantir sa prise en charge pour que le patient soit au bon endroit au bon moment. Donc, la mission UGS du CK qui analyse ces événements indirables graves est également à votre disposition pour des accompagnements téléphoniques, par exemple sur des questions, est-ce que c'est un EIG, est-ce qu'il faut le déclarer, comment, qui peut m'aider à l'analyser, etc., etc. Donc, il suffit d'aller sur le site du CK, de trouver nos coordonnées mail ou téléphoniques. Et vous avez également sur ce site le webinaire qui sera en ligne, mais également des rétextes et d'autres outils qui sont enrichis au fur et à mesure du temps par l'équipe. Nos prochains comptoirs qualité, donc il y a un comptoir le 31 mars de promotion dans le cadre de la promotion de la semaine qualité de vie au travail. Le 11 avril, l'expérience patient, donc à partir de rétextes et d'outils qui sont mis en place au fur et à mesure en Nouvelle-Aquitaine. Le 27 avril, l'éthique, les nouveaux critères selon la version de l'année 2023. Le 11 mai, un webinaire sur les indicateurs IFAC et Open. Le 23 mai, la mission EIGS vous présente des collègues et qui ont participé à la prise en charge de l'IGS au sein de sites et de différents établissements sanitaires et médico-sociaux et tout ce qui a pu être mis en place après une analyse approfondie des causes par la mission. Et le 2 juin, un nouveau séminaire, un nouveau webinaire de santé mentale vous sera proposé avec une nouvelle équipe. Merci à tous et à très bientôt.